Nouveau rendez-vous de Club Sport Santé. Nous sommes tout heureux de vous avoir encore une fois et de vous savoir bien sûr bien nombreux pour parler et en même temps suivre l'actualité sportive sur nos antennes. Nous allons parler aujourd'hui de handball avec le lancement du championnat de la Ligue Lomé Golf. Ça va se dérouler au niveau du site Olympe Africa à Kégué. Et nous parlons également, oui, du tirage au sort de la phase de poule de la CAN 2025. Le Togo est concerné avec sa poule que l'on connaît très bien. On aura tout le temps de décrypter justement cette actualité. Et que dire également du 30e et dernier acte du championnat national de première division. L'on saura qui seront maintenus et puis ceux qui iront bien sûr au niveau de la deuxième division. La 30e journée se joue ce dimanche. Nous sommes là, on va y aller tout de suite pour la première fenêtre de cette émission. Nous accueillons sur ce plateau le confrère Lazare Kondo. Lazare, bonjour et encore une fois bienvenue. Merci Angelo, bonjour à tous les amis téléspectateurs qui nous suivent. Comment vous allez pour ce week-end? C'est le week-end, on est là, vous savez que c'est notre matière, c'est le sport. Exactement. Donc, on est dans l'activité, voilà même l'objet de notre présence. Merci beaucoup d'être présent. On a également Elom Nayo. Oui, il est également là avec nous. C'est un confrère, c'est une première pour lui. Bonjour Elom. Bonjour Angelo. Salut également à Lazare et salut à tous les téléspectateurs. Comment vous portez? Ça va? Ah oui, on gère, même si je sors d'une journée de vendredi un peu, en tout cas déroutante. Hein. D'accord. Ah ouais, l'euro m'avait trimballé hier, mais bon, on tient le coup quand même. On tenait le coup. C'est important pour la suite de la journée de notre mission. Au niveau, bien sûr, de l'actualité sportive, on va parler, bien sûr, messieurs, du lancement du championnat de la Ligue Lomé Golf. Nous parlons de handball. Une fois n'est pas coutume, ça va pas se dérouler au municipal de Lomé parce que le site est en pleine réflexion. Lazare, oui, quand on considère justement cette discipline-là, mieux vaut tard que jamais. Enfin, la compétition pour les handballeurs et les handballeuses. Oui, enfin la compétition, on l'attend, espérons, on l'attend, attendu. Voilà, c'est chose faite. Maintenant, c'est au niveau de la Ligue. Il faut d'abord féliciter la Ligue. Ce n'est pas véritablement toute la nation qui est concernée. Oui. Mais il faut commencer quelque part. Donc, le nouveau bureau a bien fait de commencer avec cette compétition-là, avec le site Olympe Africa, qui quand même peut abriter de telles compétitions parce qu'on connaît un peu le site, ce qu'il y a là-bas. Donc, c'est une bonne chose pour ces jeunes-là qui à un moment étaient restés à la maison, soit pour jouer dans les écoles, soit pour jouer entre eux. Donc, mais cette fois-ci, la compétition revient et ça fait du bien de voir que nos sœurs et nos frères vont encore courir derrière le ballon. On voit également que les clubs, quoi qu'on dise, les entraîneurs, les supporters, pratiquement les arbitres, tout le monde est concerné. Hein. Ah oui, c'est important en tout cas de donner encore de la matière aux pratiquants de cette discipline. Nous parlons justement du handball parce que là, comme Lazare vient de le dire, pour l'instant c'est que dans la ligue. Oui, ça ne concerne pas tout le Togo et tout le même, mais bon, il va falloir commencer quelque part parce que ça dure, ça traîne et il va falloir le faire. Pour l'instant, on ne peut que rester sur la forme, l'organisation et tout ça, histoire de permettre à ceux qui en tout cas opté pour le handball également d'avoir de la matière, de l'activité dans les bras ou dans les mains, on peut dire. Voilà, donc, les bras et les jambes, puisqu'il faut courir. Il faut courir justement également. Et donc voilà, c'est l'essentiel pour l'instant. De le mettre également en confiance, c'est vraiment important. Ce qui est sûr, il y a de l'engouement. Hein. Quand on va parler un peu de niveau, ça fait plusieurs mois qu'il n'y a pas eu de compétition de façon constante. Ouais. Bon, vous n'êtes pas technicien, mais observateur en même temps journaliste. Ouais. Il faut s'attendre à quel niveau quand on parle d'un tel championnat? Je pense que pour le fait que ça a duré, il n'y a pas eu de compétition. Souvent on dit que bon, des fois le manque de compétition fait que les gens ne sont pas en jambes ou comme ça, mais des fois si c'est trop aussi, ça use. Mais bon, pour l'instant ils sont en manque de compétition et donc on ne va pas s'attendre à un niveau aussi élevé en tant que ça. Bon, ils auront le niveau minimum pour en tout cas commencer après. On a les BABA. On a les BABA, pourquoi pas après. En tout cas au fur et à mesure de la
compétition, prendre forme et voir ce que ça va donner. Pour l'instant, on sait que la grande forme n'y serait pas, parce que ça fait longtemps ils sont à la maison. Vous venez de le dire, certains jouent à l'école et tout ça. Exactement. Mais c'est pas la même chose si vous jouez dans les écoles, à la maison et tout ça, que les compétitions, par exemple, de ligue ou de quoi. Donc ce sont quand même des compétitions un peu plus jupées que ce qu'on peut avoir dans les écoles et tout ça. Donc pour l'instant, la grande forme n'y sera pas. Mais bon, on aurait quand même la forme minimum pour commencer. Donc, on vous diront, l'essentiel, c'est de commencer quelque part. Pour revenir sur le cas niveau, votre avis là-dessus? Oui, vous savez, on ne va pas être trop exigeant là-dessus. Peut-être au niveau de la police, parce qu'on sait que la police joue également ce championnat-là. C'est peut-être à leur niveau que la hiérarchie va imposer quelque chose. Mais au niveau des clubs civils, je crois qu'on ne va pas être trop exigeant là-dessus, parce que ça fait trop longtemps qu'on n'a plus entendu parler de Curias, Elite et tout ça. Donc c'est quand même le moment. Mais ça va leur permettre également de revenir petit à petit. Donc pour ce début, on ne va pas être trop exigeant. On ne va pas exiger beaucoup plus de niveau physique, beaucoup plus au niveau du score. Mais je crois que ça doit être pour les staffs techniques de pouvoir remodeler les équipes, revoir les nouvelles arrivées, également pouvoir les tester pour pouvoir véritablement rentrer dans cette compétition. Donc pour le moment, il faut aller mollo, même le public, je crois qu'ils vont comprendre, parce que tant que ça a duré, je crois qu'il y a avoir également des départs. Absolument. Et des arrivées. Donc c'est le moment de revoir un peu ce qui a été fait. On ne sait pas quand la Ligue a été annoncée au niveau des staffs techniques pour pouvoir préparer ces équipes-là. Donc il va falloir qu'on aille petit à petit avec eux pour pouvoir avoir un peu plus de jeu. Il ne faut pas trop maximiser sur le score, mais plutôt chercher à produire du jeu. Ça, c'est important ce que vous dites. Parce que il faut rappeler également que dans cette compétition, on aura le volet féminin et le volet masculin. Vous donnez juste le calendrier de ce samedi avec Akowa qui joue contre Dauphin chez les dames. Curias sera face à Liberté chez les messieurs. Et on aura également d'autres matchs. Elite Bulls et puis Bulls Elite. Bon, on prend les deux dans l'autre sens. Et chez les dames et chez les hommes. On va parler justement de ces clubs-là. Vous avez cité la police, on a Akowa, on a Dauphin, on a Liberté, on a Curias, on a Bulls. Ah oui, tous ces clubs-là sont attendus. Oui, c'est la Ligue, ce sont quand même les grands noms de la Ligue. Au niveau de la Ligue Lomé Golf, des clubs qu'on a eu à découvrir lors des championnats passés au stade municipal de Lomé. C'est quand même des noms. C'est aussi ça le sport. Il y a cette identité, ces valeurs-là que portent les clubs, et maintenant vous êtes appelés à les défendre une fois que vous intégrez ces clubs-là. Donc je crois que l'histoire est là. Ces jeunes joueurs qui sont arrivés ont le devoir de pouvoir jouer pour pouvoir défendre ces clubs-là dans le championnat. Mais comme on l'a dit, que ce soit Curias, comme on dit, on connaît le parcours de Curias, Elite également qui est un quart d'or. Donc c'est également dans ces clubs qu'on a l'habitude de piocher des jeunes pour former l'équipe nationale pour des compétitions internationales. Donc je crois qu'on va encore vivre de très bons moments avec ces clubs-là et également avec ces jeunes joueurs, quand on sait que c'est quand même très beau de les voir jouer, surtout dans les derniers instants où on veut toujours gagner, quand il y a peut-être un point d'écart et tout ça. C'est très intéressant. Vous voulez, il y a un club que vous supportez parmi ceux qu'on vient de citer là? Non, on supporte tous les clubs. Tous les clubs. Donc, voilà, donc l'essentiel c'est que c'est eux les cadors, c'est à eux maintenant de tirer en tout cas les petits vers le haut et donner un niveau un peu plus élevé au championnat, et c'est ça l'essentiel. En tout cas, on aura de bons moments, comme vient de le dire les Lazare, parce qu'on a quand même soif de ça. Donc voilà, c'est là maintenant et on espère, on est impatient en tout cas. Si tout va bien, peut-être mercredi on aura le président de la Ligue, Lomé Golf, sur ce plateau. Il est déjà passé il y a près d'une semaine, Guy Akas, qui va nous expliquer en fond et en beaucoup plus en détail tout ce qu'il y a autour justement de cette compétition lancée à partir de ce samedi. On rappelle que ce samedi on aura 2 rencontres, Akowa Dauphin chez les dames et puis Liberté face à Curias dans le tableau masculin, et puis dimanche 2 rencontres également, Elite face à Bulls en dames et puis en homme Bulls face à Elite. Donc on reviendra sûrement sur les résultats dès la semaine à venir. On a terminé avec le handball. Désormais, on va s'intéresser à une autre actualité également chaude. Il s'agit bien du tirage au sort des éliminatoires, bien sûr, de la CAN 2025 de football. Le Togo est très concerné par cette compétition. Juste derrière, le générique, et puis on revient en plateau pour parler justement des éperviers du Togo.
L'on y est, oui, on va prendre des nouvelles des éperviers du Togo, la sélection Fanillon. Messieurs, oui, c'était quand déjà jeudi. Oui, jeudi, il y a quelques jours. Oui, du côté de Johannesburg, on a suivi en direct le tirage, sinon la cérémonie du tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2025. Le Togo n'y était plus depuis 2017, CAN 2019, CAN 2021. La dernière, c'était qu'à CAN 2023. Ben voilà, ça fait déjà 3 CAN auquel le Togo n'y est pas, et là c'est la CAN 2025 qui pointe son bout du nez. Mon cher Lazare, par rapport à ce tirage d'abord, oui, je suis sûr que vous étiez là, en priant que le Togo ne tombe pas sur des cadors, mais là, le tirage il est fait. Quelle est votre interprétation là-dessus? Ouais, bon, le Togo, c'était d'abord dans le chapeau 3, on s'attendait à plus lourd, donc Oui. je crois que c'est un peu plus. Et moi, par rapport à ce qu'on attendait, vous savez, même dans les autres poules, chacun tombait sur un cadre dans chaque poule. Exactement. Aujourd'hui, le Togo a raté 3 cannes à 24. Il faut le préciser, 3 cannes à 24. Depuis que la canne est montée à 24, le Togo n'a pas encore La joué. première édition. Et donc, la dernière fois, c'était en 2017, comme le dit quelqu'un. La dernière fois que le Togo était dans la même poule que le Libéria, le Togo s'est qualifié, c'était en 2017. Exactement. Et la dernière fois que le Togo a croisé l'Algérie, 4-1 au stade municipal de Lomé. Bon, c'est quand même ça l'histoire. rappelle des choses. Ça rappelle des choses. Oui. Mais quand vous voyez un peu la poule, je crois que c'est jouable pour les éperviers. On parlera de l'Algérie qui a raté les 2 dernières Coupes d'Afrique des Nations, qui était la phase finale, mais n'a pas donné ce qu'on attendait du champion de 2019. Mais quand même, il faut reconnaître que cette équipe-là a de la matière quand il s'agit des éliminatoires. Ils sont toujours présents lors des phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Ils sont quand même sur une bonne lancée lors des éliminatoires de la Coupe du Monde qui se joue également pour le Mondial 2026. Donc je crois que cette équipe-là a quand même quelque chose, a du fil à retordre au niveau des éperviers. Quand on prend les 2 autres équipes, le Libéria et puis la Guinée équatoriale, oui. le Togo a plusieurs fois joué le Libéria, Exactement. on se souvient. Donc la dernière fois c'était 2-1 ici au stade de Kégué. Et match nul là-bas, 2-2 à 2-2 Monrovia. sous Claude Leroy. C'est ce qu'on a qualifié pour justement la CAN CAN 2017, 2017. oui. Maintenant, l'histoire est revenue. Il va falloir reprendre conscience parce que les éliminatoires commencent déjà même après le tirage au sort. Déjà même, on connaît nos adversaires. Il faut savoir préparer les rencontres. Malheureusement, jusqu'à l'instant présent, on ne connaît pas celui qui aura la charge de conduire la sélection dans cette tâche-là. Toute la question est là maintenant. Au niveau des joueurs, même quand vous entendez Alexis Romo parler, Jane Dakonel, le capitaine, on est conscient. On est conscient que le public réclame cette qualification. Oui. On est conscient qu'il faut faire quelque chose pour pouvoir être présent à cette messe continentale. Donc, la balle est dans le camp des joueurs et du staff technique et surtout de la fédération. le Togo, en tout cas pour l'instant fixé sur ses adversaires. Avec l'aide de Justin, on va regarder le graphique qui nous annonce justement la composition de la poule E. Voilà, avec l'Algérie, la Guinée équatoriale, le Togo bien sûr, et puis le Libéria. Mon cher Elom Nayo, d'abord votre interprétation par rapport à cette poule du Togo. En tout cas, quelle que soit la poule du Togo, moi je dis qu'on n'a plus à crier, ce sont des cadors ou quoi. On se rend compte que lors de ces derniers matchs du Togo, même des petites nations viennent ici tutoyer le Togo, regarder dans les jeux du Togo, que ça soit le Soudan, les Swatini. Donc, quel qu'en soit l'adversaire aujourd'hui, moi je pense que toutes sélections aujourd'hui en Afrique sont des grandes sélections, en tout cas quand il s'agit du Togo. Et donc voilà, quand moi je vois l'Algérie, par exemple, oui, sur Lazare vient de le dire, après leur sacre en 2019, c'est une sélection qui est un peu tombée dans l'abîme. On a vu qu'à la CAN camerounaise, ils n'ont pas existé, ils ont passé plus leur temps à pleurnicher que faire le jeu. Idem à la CAN ivoirienne. Mais entre-temps, Petkovic quand même a repris sa sélection en main. Et lui, il a voulu faire sans Mahrez et on voit que pour l'instant, ça prend quand même. Et donc, voilà, la Guinée équatoriale, oui, d'aucuns nous diront qu'il n'y a plus une souhait et tout ça, mais ça reste quand même une sélection très sérieuse. Il est juste suspendu par la FIFA. Justement, revenir, oui. Donc, voilà, c'est pas aussi, même s'il n'est pas là, on a vu que même sans souhait, la Guinée équatoriale a quand même fait de bons résultats. Oui. Et donc, voilà, le Libéria, comme je viens de le dire, c'est comme le Soudan et tout ça. Oui, sur papier, on se dit le Togo, l'histoire, c'est quand même, mais bon, c'est le Togo, quoi. On connaît les réalités togolaises de ces derniers temps. Et donc, voilà, ça reste quand même des adversaires à prendre en compte, à prendre au sérieux. Oui. On ne doit pas minimiser un adversaire là-bas. Non, là,
si on le fait, on risque de tomber dans l'abîme à nouveau. La réalité, pour continuer nos discussions, messieurs, autour de cette thématique, c'est que les hostilités démarrent en septembre. On est en juillet. Ouais. Il y a quoi que un petit mois et demi. Justement. Et on va jouer d'abord contre le Libéria, après la Guinée équatoriale. Là, ça urge, hein? Ça urge, mais le truc, c'est que pour l'instant, on n'a pas encore de sélectionneur. En tout cas, officiellement, D'accord. on n'a pas encore, ne sait pas qui va porter ces sélections. Oui. En tout cas, vers ces qualifiés, c'est là la grande Mais avec interrogation ce aujourd'hui. groupe-là, est-ce qu'on peut sortir justement de cette poule? Oui, d'abord, il va falloir, quoi qu'on dise aujourd'hui, Douaté a laissé quelque chose. D'accord. Mais est-ce que le nouveau Quelque chose de sélectionneur... positif? 30% peut-être. 30% 30% D'accord. positif, ouais, parce qu'aujourd'hui, quand même, on peut citer, on peut donner l'ossature de cette sélection, on peut citer 6 joueurs, même si pour moi, c'était pas en tout cas le grand jeu pour Douaté, mais quand même, il y a quand même des joueurs, en tout cas aujourd'hui, qui sont là. On vient de voir sur le graphique Bessilé, qui est là Exactement. depuis un certain moment. Donc, le problème, c'est que le nouveau sélectionneur, est-ce qu'il va vouloir faire un reparti sur ce que Douaté a laissé, Bon, mais est-ce qu'il on va en va parler tout à vouloir l'heure. reconstruire autre chose? C'est ça aussi la problématique. La problématique, on parlait tout à l'heure de cette poule E. Quoi qu'on dise, hein, d'aucuns on voit le Libéria, la Guinée équatoriale, même l'Algérie devant. Le Togo peut tirer son marron du feu. Mais déjà, même Nayo l'a dit, il faut reconnaître aujourd'hui qu'il n'y a plus de petites nations, il n'y a plus de grandes nations. Sur Quand le vous voyez continent. les dernières Coupes d'Afrique des Nations, même des équipes comme la Guinée équatoriale d'abord, qui a surpris plus d'un. Terminé premier devant le Nigeria et la Côte d'Ivoire, les deux Exactement, finalistes. Exactement. Ça veut dire que Donc, non. il n'y a plus de petites équipes. Donc, Voilà. il ne faut pas tout de suite minimiser un adversaire. D'accord. Ce qu'il y a à faire aujourd'hui, le Togo peut tirer son épingle du jeu si on prend ces éliminatoires-là très vite au sérieux. D'accord. Très vite au sérieux, c'est dire que faut pas que le public soit surpris de voir peut-être qu'après 2-3 journées, le Togo n'a plus ses chances. Il faut qu'on puisse maximiser. Vous l'avez dit, on accueille le Libéria pour Oui. la première journée. Oui. On voyage sur la Guinée équatoriale, ensuite sur l'Algérie, ce qui veut dire que Exactement. la double confrontation contre l'Algérie, c'est également des matchs à négocier bien à l'extérieur avant de chercher à voir les matchs, les 2 dernières rencontres à domicile, de pouvoir bien les négocier. Donc je crois que le Togo doit pouvoir prendre cela au sérieux dès les premières journées. Dès les premières journées, il ne faut pas une défaite, un match nul pour t'atteindre, et jusqu'à nous laisser des calculatrices à la dernière journée. Donc c'est un peu compliqué sur cette lancée-là. On en a tellement acheté des Eh, calculatrices donc, il faut ces 8 commencer- dernières Vous n'êtes années. pas sérieux. Il faut bien commencer ces éliminatoires dès les premières journées pour se rassurer pour la suite de la compétition. On va écouter, ou suivre une interview de nos consultants. Il s'agit bien de Espoir Assogbavi, ancien secrétaire général de la Fédération togolaise de football, qui également, on lui a posé certaines questions clés par rapport à ce tirage au sort et d'autres pans de la thématique. On suit cela et on revient en studio pour la suite des discussions. Déjà, cette poule me paraît abordable dans une certaine mesure qu'on connaît pratiquement les équipes. On les avait déjà jouées dans des compétitions précédentes. L'Algérie, vous vous souvenez, ici, on a été battu. La Guinée équatoriale, sur ces 3 dernières années, je crois qu'on a fait 2 matchs amicaux. Et puis le Libéria, dans un passé très lointain, hein, on a déjà joué contre le Libéria. Donc, à mon avis, c'est des adversaires qu'on connaît. Mais depuis un moment, les données ont changé parce que nous avons reculé. Vous savez que nous sommes maintenant 120e mondial et nous sommes 32e pays sur le continent. Donc, nous sommes retrouvés dans le pot 3 lors des tirages au sort. Et je dirais que, a priori, les 2 favoris, c'est l'Algérie et la Guinée équatoriale. Parce que si nous prenons par exemple le cas de la Guinée équatoriale, vous vous en souvenez, à la CAN 2006, le Togo avait joué contre la Guinée équatoriale et en ce moment-là, nous avions rencontré la Guinée équatoriale dans les préliminaires. C'est la Guinée équatoriale que nous avons battue pour venir en poule. Donc, de 2006 à 2024, vous allez voir le chemin parcouru et le travail énorme que les Équato-Guinéens ont fait. Et pratiquement, aujourd'hui, ils sont parmi les pays émergents du continent en matière de football. Ils étaient à la 2 dernières Coupes d'Afrique des Nations. Ils ont été éliminés la dernière Coupe d'Afrique par la Guinée lorsqu'ils allaient en quart de finale. Donc, c'est un pays, à mon avis, qui a fait des progrès énormes et qui est constant maintenant sur l'échiquier africain.
Donc, à mon avis, l'Algérie n'est plus à démontrer. C'est vrai que les Algériens sont sortis de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en match de poule, mais ils sont revenus dans cette Coupe du Monde et ils sont pratiquement premiers de leur poule dans la Coupe du Monde. Donc, c'est un grand pays de football et c'est un pays à prendre au sérieux. Donc, a priori, c'est l'Algérie et la Guinée équatoriale qui sont favoris. Mais, bon, on va voir ce que ça va donner puisque le calendrier est sorti et que nous devons rencontrer le Libéria et en deuxième phase de la Guinée équatoriale. Mais je crois que le Togo peut également se mêler à la danse, mais il faut dire a priori, c'est l'Algérie et la Guinée équatoriale. Mais ça va être difficile, hein. Vous savez que pratiquement, on a perdu le combat sur le plan de la Coupe du Monde 2026, et que sur les 4 matchs, on a pratiquement que 3 points, et que les éliminatoires commencent en septembre, dans 2 mois. On n'a même pas encore un sélectionneur entraîneur du Togo. Donc je crois que le travail me paraît un peu difficile à ce niveau-là et que beaucoup de gens pensent honnêtement aujourd'hui que c'est pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, ça va être difficile et qu'il faudra préparer la CAN 2027. Mais compte tenu de ce que Duarte a fait au niveau de l'équipe nationale, au niveau du collectif, au niveau du jeu, c'est vrai qu'il se pose pour nous un problème d'efficacité devant, mais au niveau de la mise en place d'un effectif du collectif et du système de jeu, je crois qu'en ce moment-là, en principe, nos joueurs doivent se mettre à la danse et essayer, dans une certaine mesure, de se mêler à la Guinée, à l'Algérie, mais je dis que ça va être quand même difficile. Moi, je crois qu'il y a un problème d'amour de management au niveau général, au niveau d'organisation. Il y a un problème de qualité de nos joueurs. Et puis, je crois quand même qu'il y a un problème également de coaching. Et donc, je crois que c'est tous ces problèmes-là mis ensemble et qui font que l'équipe nationale du Togo a du mal à s'affirmer sur le continent. Il y a également le fait que les prestations depuis 3 Coupes d'Afrique des Nations, on n'y est pas parvenu. Et donc, le niveau international également fait défaut. Le prochain sélectionneur, je crois qu'il doit être un fait connaisseur du football de notre pays. Il y a un aspect psychologique, sociologique également qu'il faut connaître. Et puis, c'est quelqu'un qui doit avoir beaucoup d'expérience. Parce que les problèmes de l'équipe nationale, comme je l'ai dit à plusieurs niveaux, c'est quelqu'un qui doit avoir beaucoup d'expérience et doit avoir également l'accord des joueurs parce que Duarte a fait un travail de fond et aujourd'hui, entre Duarte et les joueurs de l'équipe nationale, je crois qu'il y a beaucoup de choses puisque à son départ, il y a beaucoup de joueurs qui ont regretté. Et donc, tout ça mis ensemble et puis il doit pouvoir régler ce problème sur le plan offensif, trouver les moyens pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions pour pouvoir marquer des buts. Et également, je crois qu'au niveau de la fédération, un travail doit être fait pour aller détecter d'autres joueurs parce qu'il faut dire qu'à certains postes de l'équipe nationale, nous manquons cruellement de joueurs de qualité. Et donc, est-ce que tout ce travail-là peut se faire dans un délai de 2 mois? Moi, je ne pense pas et je crois que l'entraîneur qu'on doit recruter maintenant doit penser plus à l'avenir. À mon avis, même un national qui peut le faire, mais il faut qu'il connaisse bien la maison et qu'il ait l'assentiment de joueur, qu'il connaisse la psychologie et la sociologie. Et donc, je crois qu'un national, à mon avis, peut également faire l'affaire. Voilà, l'avis, sinon l'interview avec Espoir Assogbavi, notre consultant, en même temps ancien secrétaire général de la Fédération togolaise de football, et l'homme Nayo. On va attaquer tout de suite le chantier du prochain sélectionneur. C'est vrai que pour l'instant, la Fédération, le ministère, oui, ils sont en train de travailler pour nommer quelqu'un qui pourra prendre la succession de Paolo Duarte. Selon vous, avec tout ce qu'il y a autour de cette sélection aujourd'hui, quel est le profil idéal
la personne qu'il faut, l'entraîneur qu'il faut? Vous avez des noms en tête? Quelqu'un qui semble mieux loti, mieux coffré pour prendre en main les éperviers? Vous pouvez donner des noms, mais bon, la suite ne va pas vous donner raison. Donc, moi, tout ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on a besoin d'un sélectionneur qui doit être imposant, en fait. D'accord. Un sélectionneur qui doit taper du poing sur la table, dire non à certains genres de choses autour de cette sélection. Parce que, entre-temps, moi, il y a également cette histoire de cette atmosphère de business, de trucs qui tournent aujourd'hui autour de nos sélections, qui n'avantage clairement pas la sélection. Ça, à un certain moment, saboté le travail de Duarte, parce que c'est un monsieur qui était venu, il a commencé par bien travailler, mais quand ces histoires de bitos, tout ça, de binationaux, tout sont rentrés là-dedans, vous allez constater que même lors de ces conférences, il n'arrive pas à défendre clairement certains de ses choix, parce que c'est pas ses choix, mais il est obligé. Donc, on a besoin d'un sélectionneur aujourd'hui qui peut s'imposer, avoir la main libre pour travailler. C'est le grand problème aujourd'hui. Les sélectionneurs n'ont pas la main libre pour travailler. Ça aussi, c'est un problème pour nos sélections. Et donc, voilà, avec ça aussi, vous venez de parler également de profil également sur le terrain. Il y a aujourd'hui, il y a des noms qui circulent. Oui, on parle par exemple de Jean-Paul Dossé à Ballot, on parle de Nibombé Daré, on parle de qui d'autre? Il y a des noms, beaucoup, les gens même ont parlé de Jonas Kokou comme là. Effectivement, donc, le nom a circulé. Mais, et voilà, aujourd'hui, est-ce que tous ces personnes qui sont appelées coach, est-ce qu'ils sont des sélectionneurs, ils sont appelés à être sélectionnés? Sur les trois, là, par exemple, vous ne voyez personne oui, moi je vois plus. Il y a des gens qui ont des profils de formateurs, par exemple, des gens qui ont... C'est un formateur, mais moi, il n'a pas encore fait ses preuves quelque part. Oui, je me souviens que Keshi était formateur en Amérique, on l'a amené, mais ça, ce sont des cas rares. Et donc, est-ce qu'on va amener Nibombé ici, le plomber dans ça? Vous voulez qu'on prenne un expatrié? Moi, le problème, c'est pas un expatrié, tout ça, mais les expatriés aussi, des fois, c'est un expatrié qui vient de partir, ils ont des lacunes, et les locaux aussi, des fois, c'est pire, quoi. Et donc, voilà, moi, à Ballot, on l'a pris dans ce pays, nous savons tous que la façon dont nous étions tombés sur lui par après. Au Chan, moi, je me souviens, on était allé même jusqu'à dire. Il n'a pas été ridicule au Chan, quand même. Quand même, on était tombé sur lui, à un moment donné, des gens ont même dit, je dois me dire que Franck, pour adopter, était mieux placé. Parce que dans ses choix, tout ça, donc Jonas, on a vu ce qu'il a fait avec les locaux. Et donc, voilà, si tu viens pas dans tel club, moi, ces locaux, j'ai pas confiance parce que ils sont trop souvent manipulables. Ces locaux, ils n'ont vraiment pas les mains libres, surtout eux, pour travailler. Et donc, voilà. Maintenant, les expatriés aussi, mais je pense que c'est mieux avec mais il va s'agir également de quels expatriés. Les bons aujourd'hui, ils sont chers, hein. Ils sont occupés également. Ils sont chers, très coûteux. Très bien, très coûteux. Donc, voilà aussi la grande interrogation. Mais en tout cas, il va falloir, après tout, assainir également l'environnement de ces sélections. Sinon, on peut tout faire, mais bon, les rankeurs, quand ils sont là, c'est dur. On voit un peu ce que les anciens joueurs racontent sur les réseaux sociaux. C'est du spectacle qui ne dit pas son nom et dont on n'a pas besoin. Mais on va revenir sur le profil. Pour vous, avec votre analyse, qu'est-ce qu'il faut pour le prochain sélectionneur togolais? Moi, depuis que Paulo Duarte est parti, il y a des noms qui circulent. Je me réjouis des fois de voir que c'est souvent des noms des entraîneurs locaux qui circulent. D'accord. Et je me dis, pourquoi ne pas essayer peut-être un collège d'entraîneurs locaux? Un collège d'entraîneurs locaux avec à sa tête un certain Ballot Dossé ou Nibombé Daré, où on a quand même, quand vous voyez un peu ces profils également, on sait que c'est des gens qui ont joué pour la nation. C'est cette génération de 2005-2006 qui nous a menés à la Coupe du Monde de 2006. Donc pourquoi ne pas essayer avec eux pour pouvoir communiquer cette chaleur, cette ambiance-là qui avait régné au cours de cette année à cette jeune génération qui est en train de monter. C'est quand même, ça peut également le faire. Maintenant, est-ce qu'on va essayer tous? Parce que au niveau des entraîneurs locaux, on a fait l'expérience avec Tchanile Tchakala. On a vu ce que ça a donné. Tchanile Bana. Bon, je prends juste le cas de Tchanile Tchakala parce que on a vu, c'était un contrat de 6 mois. La paye également. Vous voulez pas du traitement? Du traitement, les conditions réservées, alors que juste après lui, on a vu Tom Saint-Fit, on a vu Côte de Roi qui sont arrivés avec tout ce que ça coûtait. 2 poids 2 mesures. À l'état togolais. Mais je me dis, si on doit prendre un entraîneur local ou bien un collège d'entraîneurs d'ici, qu'on puisse véritablement les mettre dans des conditions où
ils pourront travailler comme si c'était un expatrié qui était là. D'accord. On veut avoir un collège d'entraîneurs avec une direction technique nationale, avec un management où même les championnats reculés dans lesquels les Togolais se retrouvent, pour qu'une fois sur 2, sur 3, qu'on puisse aller voir ces joueurs à l'œuvre plutôt que de voir des vidéos et voir des articles dans la presse. Ces joueurs qui jouent peut-être en 5e division en Azerbaïdjan, ils jouent une fois sur 5 lors des matchs pour qu'on puisse écrire sur lui, pour qu'ils puissent gagner une place en sélection. Il y a autant de choses, il a dit, il y a autant de, on va le dire ainsi, corruption autour de cette sélection qu'il va falloir d'abord garer, mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut pour qu'on puisse également avoir des résultats sur le terrain. Et également, M. Espoir Asogbovi a parlé également de la qualité de nos joueurs. Exactement. Quand vous voyez un peu le profil de nos joueurs aujourd'hui, on peut dire qu'il est peut-être meilleur. Au Togo, il est le meilleur au niveau du milieu de terrain. Mais quand vous voyez, il joue en Détroit en Belgique, il joue en Détroit, il y a quand même des questions à se poser. Des questions à se poser au niveau de la formation, même au plan national, au niveau de notre championnat également, et au niveau des championnats dans lesquels nos joueurs se retrouvent. Donc, autant de questions à se poser pour pouvoir mettre en place une équipe qu'il faut, une sélection en bonne et due forme, parce que il y a quelques années encore, moi je le dis, je l'ai dit plusieurs fois là sur des plateaux, on avait des joueurs comme s'ils revenaient, ils n'ont pas envie de jouer, on n'avait plus de joueurs de devoir. Des joueurs plus avec de cœur. De cœur, qui sont fiers de porter la tunique jaune. Donc aujourd'hui, il y a quand même ce tamour qui est en train de revenir. Il va falloir que ce collège d'entraîneurs que je propose puisse communiquer, motiver les jeunes là à jouer pour la nation, à défendre toute une nation, parce que les 8 millions d'habitants du Togolais sont prêts aujourd'hui à aller au Maroc quand le Togo sera qualifié. Parce que j'ai rencontré un gars qui était en Côte d'Ivoire pour la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Il disait, mais quand on était ensemble, quand les autres parlaient de leur nation, tu es obligé de te taire parce que ton pays n'est pas là. Donc voilà autant de choses qu'il faut voir. Le collège d'entraîneurs dont il passe, c'est important. Mais la grande question aujourd'hui, c'est ce que vous venez de dire. On a nos anciens joueurs aujourd'hui c'est beaucoup de clans aujourd'hui entre nos anciens joueurs. Et donc, est-ce qu'il y a de ces joueurs aujourd'hui qui s'aiment, qui peuvent accepter, rester ensemble, travailler? Ça aussi, c'est la grande question aujourd'hui. D'accord. De toutes les façons, on attend la fumée blanche très bientôt, parce que là, il faut arriver à trouver un sélectionneur et permettre au Togo de rapidement se préparer pour la fenêtre des éliminatoires qui s'ouvre à partir du mois de septembre. Messieurs, on va prendre le temps également de scruter quelques groupes de ces éliminatoires, en commençant d'abord avec le groupe G, où se trouve la Côte d'Ivoire, tenant du titre. Oui, avec des sélections. Grâce à Justin, on va voir le graphique de la poule G, où se retrouve la Côte d'Ivoire d'Emer Faye, même qui était là pour le tirage au sort. La Côte d'Ivoire avec la Zambie, la Sierra Leone et le Tchad. Et l'homme Nayo, sur cette poule-là, que va-t-il se passer selon vous? Ah oui, déjà la Zambie, lors des précédentes éliminatoires pour la CAN ivoirienne, avait battu la Côte d'Ivoire. Donc c'est un sacré client pour les retrouvailles. C'est des retrouvailles, un sacré client pour les Ivoiriens dont ils vont se méfier. Faye l'avait déjà dit hier le jeudi lors du tirage. Et donc je pense que la Sierra Leone également depuis quelques temps essaie également, en tout cas de vendre un peu sa peau sur le continent, même si pour l'instant c'est pas encore ça. Mais la logique c'est quoi? C'est la Côte d'Ivoire. La logique c'est la Côte d'Ivoire et la Zambie. Ouais. On va parler de la poule D, mon cher Lazare. Nigeria, Bénin, Libye, Rwanda, Bénin, Nigeria, on dirait que ils se retrouvent tout le temps. Ils se retrouvent tout le temps, déjà même que le Bénin et le Nigeria sont dans la les éliminatoires de la Coupe du Monde. Le Bénin a déjà battu le Nigeria 2-1, c'est-à-dire que le deux matchs retour, il y a 3 matchs qui restent à jouer entre les deux sélections. Donc je crois que le Bénin est appelé à faire fort parce que le Nigeria n'a pas digéré cette défaite de la dernière fois. Conséquence, Georges Vinidi a été limogé. Exactement, après cette belle campagne à la Coupe d'Afrique des Nations. Avec cette génération quand même de joueurs, Victor Osimhen, le Kong, le capitaine aujourd'hui, quand même. Je crois que cette équipe a quand même des valeurs pour pouvoir gagner une Coupe d'Afrique des Nations. Donc je crois que c'est un groupe assez calé également avec les autres équipes, mais la rivalité de tête reste entre le Nigeria et le Bénin. Et le Bénin. Voisin. Le Bénin qui travaille beaucoup, il faut le reconnaître. Le Rwanda également n'est pas à négliger. La poule B, Lazare, je reste avec vous pour parler du Maroc, pays hôte d'office qualifié. Il faut maintenant 3 nations pour un ticket entre le Gabon,
la République centrafricaine et le Lesotho. Ouais, c'est bien parti pour le Gabon. Comme vous voyez, la Centrafrique, lors des dernières éliminatoires, la Centrafrique qui n'a, excusez-moi, pas de stade homologué, qui est parti louer un stade du côté du Cameroun, mais qui se fait battre également sur ce stade-là. Donc c'était un peu triste, mais ça faisait rire. Mais quand vous voyez un peu le Lesotho également, c'est pas une grande nation. Mais quoi qu'on dise, toutes les nations, quand vous voyez l'organisation au niveau des compétitions, des phases finales, ça donne envie à chaque nation d'y participer. N'est-ce pas? Donc je crois qu'avec ce tirage au sort, on aura beaucoup de surprises. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'une équipe soit favorite ou pas. Il y aura quand même des petites équipes qui vont damer le pion à ces grandes équipes et qui vont aller créer des surprises même à la phase finale, comme on le voit déjà peut-être du côté de l'Euro. Pourquoi pas? Dans le groupe I, on a le Mali, le Mozambique, la Guinée-Bissau et les Swatini. En tout cas, ce serait un duel intéressant entre le Mali et la Guinée-Bissau, qui était également de la dernière CAN. Le Mozambique également n'est pas à négliger. Donc bon, les Swatini est là pour jouer le trophée et tout ça. Mais bon, je pense que la bataille, c'est plus entre le Mali, le Mozambique et la Guinée-Bissau. En tout cas, mais avantage pour les Maliens quand même. Le Togo connaît les Swatini. Et l'homme Nayo, on va s'intéresser au groupe J, le Cameroun, Namibie, Kenya et puis Zimbabwe. Là aussi, il y a des clients intéressants. Des clients intéressants parce que les Namibiens, sur la dernière CAN, c'est la sélection là qui m'a proposé, en tout cas lors de leur premier match, un meilleur jeu en termes de jeu, en termes de contenu, de circulation de balles et tout ça. Même si à l'arrivée, bon, ils n'étaient pas allés loin. C'est une sélection depuis un certain moment qui émerge très bien. Et donc, le Cameroun, on sait tout le désordre qui mine cette nation maintenant. Mais le com, c'est que, ce qui est curieux, c'est que le Cameroun, même dans le désordre, dans tous ils arrivent toujours à gagner. Ça, c'est ce que je comprends pas avec cette sélection. Donc, ça reste quand même le Cameroun, les Lions indomptables, et quand ils se fâchent, ils aboient, ils dévorent tout sur le chemin. Mais je pense qu'ils sont à la tête dans cette poule et les autres derrière en tout cas. D'accord. La poule H nous propose les présences de la RD Congo, la Guinée, la Tanzanie et l'Éthiopie. Lazare? RD Congo qui vient de sortir d'une victoire face aux éperviers du Togo 1-0. C'est pas un événement. La Guinée de Kaba Diawara également qui veut également faire quelque chose. Comme vous voyez lors de la participation à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, ils se sont arrêtés en quart de finale et également les autres équipes qui sont là. Je crois que c'est bien parti, mais comme je l'ai dit, faut pas s'attendre à ce qu'une équipe soit favorite ou pas. La RD Congo était à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. On l'a vu sortir par la Côte d'Ivoire. Ils ont fini quatrième, non? Ils ont fini quatrième de la CAN. Oui, ils ont même failli terminer troisième. Face à l'Afrique du Sud. Face à l'Afrique du Sud. Donc je crois que c'est des clients sérieux également dans cette poule. Mais il faut s'attendre peut-être à la fin de ces éliminatoires pour véritablement peser chaque nation, chaque équipe qui joue. Parce que lors de la dernière CAN, on a vu, ce n'était même pas une CAN de surprise, mais c'est une CAN de révélation. De travail qui se fait au niveau de chaque sélection. Et on a vu également que ce soit des joueurs dans les championnats locaux ou bien dans des expatriés, ils arrivaient quand même à communiquer quelque chose, à produire du jeu. Et ça fait grandir le football africain aujourd'hui. Malheureusement, certaines nations sont encore derrière, mais comme je l'ai dit, l'appel est lancé pour qu'on puisse commencer. On suivra le regard. Vous le dites si bien, puisque à la dernière CAN, on a eu un joueur de 3e division qui a fini meilleur buteur de la compétition. Allez comprendre quelque chose. Dans le groupe A, on a l'Afrique du Sud, l'Ouganda, le Congo, le Soudan du Sud, la poule L avec le Sénégal de Sadio Mané, le Burkina Faso, le Malawi et puis le Burundi, et puis la poule F qui nous intéresse, c'est le Ghana face à l'Angola, le Soudan, le Niger. Et là aussi, on peut dire qu'il y a des nations intéressantes. L'Angola, le Soudan et le Niger, ce n'est pas des nations quand même pas cotis. Oui, je dis que c'est 2 places pour 3 dans cette sélection parce que il va également les retrouver entre le Soudan avec leur coach Apia justement qui va retrouver sa nation le Ghana. Et donc justement ce serait vraiment costaud. Le Ghana aussi c'est plus la grande sérénité au sein de cette sélection, on le sait. Donc il va falloir cravacher dur dans ce groupe. Le Soudan c'est l'actuel leader de notre groupe, donc on ne va plus, le Soudan n'est plus à présenter. Et donc voilà, c'est 3 sélections en tout cas qui vont vraiment se batailler dans ce groupe. Après le MENA également va essayer de faire le jeu, mais bon,
parmi ces orgues, je les vois difficilement sortis. Ce qui est sûr, à partir du mois de septembre, l'on suivra le début de la campagne des éliminatoires de la CAN 2025 que va abriter le Maroc. Le Maroc, c'est pratiquement la terre de toutes les sélections sur le continent en matière d'infrastructure et en matière d'organisation. Le Maroc, aujourd'hui, en tout cas, a la meilleure cote. Messieurs, merci en tout cas d'avoir donné vos analyses sur ces différentes poules des éliminatoires de la CAN. On va aborder le dernier virage. On va parler du championnat national de football de première division avec le 30e et dernier acte ce dimanche. Messieurs, ce qui nous intéresse plus, c'est les matchs de bas de tableau, avec le graphique. On va regarder la programmation des rencontres. Tout va se jouer dimanche. On aura Doumbé, oui, également qui n'est pas encore sorti de l'ornière, qui va jouer contre la Barracuda, la Esbina qui accueille l'Entente de Lomé, Semassi qui croise Asco de Kara. Les autres matchs, on les voit. On voit également le match Kakadl qui va se déplacer dans la capitale pour jouer contre l'AS OTA. Lazare, là aussi, on pourra dire que oui, attention, que ce soit Semassi, la Esbina, Doumbé, Kakadl, oui, toutes ces équipes-là sont en danger. Oui, tout le monde est en danger. Il y a même Guikanti qui a déjà annoncé qu'il ne va pas jouer je vois justement à Bolessou. Dernière journée face à Bolessou. Semassi est condamné à l'exploit face au champion au champion. Vous les voyez, Semassi gagner à Sco? Ce sera un peu compliqué. C'est là même, je l'ai dit d'ailleurs. Oui. Nous appelons la fédération à être beaucoup plus stricte, plus regardante dans cette dernière journée. Parce que c'est une journée de calcul. Vous craignez quoi? Des négociations? Des négociations, des sous-tables et tout ça. Donc je crois que l'appel est lancé à la fédération de mettre des garde-fous un peu partout sur les stades également au niveau des contenus de jeu. Donc je crois que des négociations sont possibles, mais ce n'est pas bien pour notre football. On a eu un championnat de la première à la 30e journée. Et c'est pas la 30e journée qu'on va peut-être chercher à être le premier de la classe. Non. Voilà. C'est la première fois dans le championnat qu'on parle beaucoup plus du bas de tableau que du haut tableau. C'est quand même triste. Mais c'est également bien aussi. Si c'était le scénario contraire où on n'avait pas encore le nom du champion, ce serait également intéressant pour notre football. Maintenant que le fait est là, il va falloir être très strict. Et deux équipes, bien sûr, trois équipes sont menacées. Oui. Il faut forcément des négociations. Mais moi, je proposerais qu'on puisse mériter que ce soit son maintien ou sa relégation à travers les résultats sur le terrain. De bons résultats, sérieux, strict, face sur le terrain. Donc, c'est Semassi face à Asco. Ça ne pourra forcément pas passer à moins que Asco décide de peut-être aligner des joueurs de parce qu'il n'y a plus forcément d'enjeu pour eux. On pense déjà même au continent. Donc, je crois que Asco va peut-être chercher à mettre cela. C'est Semassi qui est non seulement en panne sur le plan du jeu, mais également au niveau du staff. C'est un chef canton qui a pris les rênes du club pour pouvoir. C'est la réalité. C'est la réalité pour pouvoir maintenir la barque de Semassi, parce que cette équipe-là a du vécu. Cette équipe a de l'histoire, 10 titres. C'est le club le plus titré. Titillé désormais par Asco. Aujourd'hui, Semassi a un public qui est très exigeant. Imaginez ce club en deuxième division. Et malheureusement, la plupart des clubs qui sont en bas de tableau sont également des clubs qui sont du septentrion. Exactement. Ça, c'est le plus beau quand on va parler du football de première division sans ces clubs-là. Ce sera un peu triste. Mais quoi qu'on dise, c'est déjà cuit pour certains. Certains vont chercher à se maintenir, mais il faut véritablement qu'on puisse le mériter. Vous voyez, par exemple, Kakadelo tout faire pour se maintenir, tout comme l'AS Bina face à l'Entente 2. Ah oui, l'AS Bina, ça avait déjà marché pour eux face à Asco. Maintenant, on se demande si ça va marcher face à Entente 2. Entente 2 qui a mis 5 à Doumbé. Justement, qui a infligé une correction à Doumbé lors de la journée précédente. Maintenant, bon, je crains que Lazare vient de le toucher. Je crains que cette journée ne soit pas plutôt jouée dans les coulisses que sur le terrain. Ah oui, c'est malheureusement la réalité. C'est possible. Donc, voilà, déjà, on avait la programmation de la fédération. Moi, je le remets en cause un tout petit peu parce
parce que déjà lors de la précédente journée, toutes les rencontres devaient se jouer lors d'une journée au même moment. Et à la même heure. Justement, on a scindé les rencontres, par exemple, le match de l'ASK sans enjeu, moi je vois la programmer dimanche, tout ça. Et donc voilà, déjà là, ça a tout faussé, ça a donné lieu peut-être à des négociations dans les coulisses. Maintenant, c'est lors de cette dernière journée, il va falloir, l'agent vient de l'exécuter, serait bien qu'on le mérite. Mais le problème, c'est que nos dirigeants ne connaissent pas si c'est bien qu'on le mérite. Parce que, eux, ils voient l'argent qu'ils ont investi. Oui, justement, tout le monde également, quand tu descends de 2, on sait comment c'est dur de revenir en D1. Donc, tout le monde essaie de sauver sa tête. Maintenant, je vais voir si Asco, comme il a fait face à l'AS Bina, reposer tous ses joueurs pour je sais pas quoi. Ils vont pas les forcer, quoi. S'ils ils vont le faire également face à Semassi. Parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, ça devient un rival historique. Semassi doit gagner, hein. Il doit gagner. Il n'y a rien à dire, c'est aussi il doit gagner face à Asco. Donc quoi qu'on dise aujourd'hui, Asco devient un rival en tout cas sérieux pour Semassi parce que aujourd'hui c'est Semassi le plus titré. Oui. Asco c'est juste derrière et donc voilà, il y a également ça qui va clocher dans la tête. Donc je vais voir s'ils ont également laissé leur joueur au banc face à Semassi. Maintenant après Kakadel, je pense que face à l'ASOTR ce serait dur parce que l'ASOTR c'est sur ces dernières journées, oui, ils avaient fait nul face à Togoport et tout ça, mais c'est une formation quand même dure à jouer, une formation également dans ce championnat sur laquelle on compte, mais qui se réveille souvent tard. Mais je pense que ils n'ont plus rien à jouer, mais ils vont vouloir quand même terminer ce championnat en beauté. Au fait, c'est l'enjeu pour beaucoup de clubs, terminer en beauté, et donc ça va rendre certainement la vie dure à ces clubs, mais je pense que comme Lazare l'a dit, c'est quasiment fait pour beaucoup. Les clubs qui vont descendre, on les connaît quasiment. Ceux qui vont se maintenir également, on les connaît. On va encore une fois regarder le graphique du classement général au sortir de la 29e journée. Tout ceci avec l'aide de Justin pour voir un peu tout ce qu'il va se passer au niveau du bas du tableau, surtout la zone rouge, où on retrouve Semassi, Kakadel, on retrouve Dito et Bikinti, parce que là, franchement, ce tableau-là, oui, voilà, Semassi, 32 points, Kakadel, 31 points, Bikinti, 20 points, Dito, déjà condamné pour la D2, l'AS Bina, premier non-régulé avec 32 points. Doumbé n'a pas droit aussi à l'erreur, parce qu'ils ont 75 points, mais attention, goal différentiel, moins 10. Par rapport à l'AS Bina, moins 4, Semassi, moins 10. Ah oui, il y a beaucoup de calculs. Il y a trop de calculs. Trop de calculs pour cette dernière. Il faut marquer beaucoup de buts également. Dis-toi à l'écart, hein, lui croise les doigts et Bikinti voit déjà que c'est plus véritablement important face à ce match face à Borusou. Donc, ils ont plus mais ça aussi, c'est pas aussi une bonne chose, hein, parce que pas dans un championnat, là. C'est pas sportif, c'est anti-sportif. Voilà. Le truc, c'est qu'on a fait du laisser-passer à certains, donc aujourd'hui, on ne peut pas pénaliser Bikinti. Mais dans le circuit professionnel, à l'avenir, ça ne passera pas. C'est à sanctionner. Soit à moins qu'il y ait une raison assez valable qui doit convaincre la fédération. Sinon, ça ne passe pas. Pourquoi c'est la dernière journée qu'on voit qu'il n'y a pas véritablement d'enjeu qu'on va pouvoir comment démissionner. Quand vous voyez un peu le tableau, l'AS Bina, Doumbé, Semassi, Kakadel, mais c'est là même que ça va se jouer. N'est-ce pas? C'est là entre les trois. Oui, entre les trois. Parce que le premier non relégable a le même point que le premier. Exactement. 32 points. Tout va se jouer là-bas, même si c'est à distance. Donc la balle est dans le camp de la fédération, comme moi je l'ai dit. Et également au niveau des arbitres. C'est à eux de décider. Pour cette 30e journée. Ce que vous dites est très pertinent. Ils vont bien décider. Nous croisons les doigts. Parce que c'est important de ne pas fausser l'issue du championnat. C'est également leur visibilité. Quand vous voyez aujourd'hui le championnat togolais qui ne propose plus d'arbitres sur des compétitions internationales. Ça passe également sur ces matchs en jeu. Donc il va falloir véritablement être dans la peau d'un juge pour pouvoir arbitrer ces rencontres-là. En tout cas, on va suivre le dénouement du championnat, bien sûr, ce dimanche. Et on reviendra là-dessus sur le bilan à partir de mercredi avec des acteurs en studio pour parler justement du parcours des uns et des autres concernant cet exercice 2023-2024. N'oublions pas également le bilan à venir de la D2 parce que là aussi, on sait que CDF, ACNOR et l'Étoile Filante sont en première division. On aura le temps de les recevoir et de parler justement de leur actualité et des chantiers à venir. Lazare Kondo, tout doucement,
Merci encore une fois pour aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Merci à tous les amis téléspectateurs qui nous ont suivis. Bon, je sais que vous suivez également l'Euro, mais bon, je ne sais pas si votre nation est toujours en cours. Ben bon, voilà. Elle n'est plus en course. Elle n'est plus en course. n'est plus en course. Ah ouais. Elle a été battue par une nation africaine. Africaine. On comprend. On a compris le message. Nayo, merci pour le baptême de feu. Ah oui, vous avez aimé. J'ai aimé. Merci également pour la confiance. En tout cas, ça a été super bien et donc on espère être de l'aventure. Vivement. Ouais, c'est notre souhait. Ouais. En tout cas, merci beaucoup d'être resté des nôtres. On se dit, on va passer un beau week-end et comme on le dit souvent, un petit exercice physique pour garder la forme, c'est très important. Et comme on le dit, vivez chaque jour comme si c'était le dernier. Nous, on vous donne rendez-vous très bientôt pour parler sport sur SOS Docteur TV. Merci à Justin, à Fernand, à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés pour la réalisation de ce nouveau numéro. À très bientôt. Ciao, ciao.